Bonsoir à tous et à tous et merci de nous suivre sur la RTS. Voici les titres du 20h. L'autoroute à péage Dakar-Diamniadio entièrement ouverte au trafic. Le chef de l'État a procédé ce jeudi à l'ouverture officielle. L'autoroute va beaucoup soulager les automobilistes. Près de 1080 milliards pour amorcer le développement économique du Sénégal. L'État a déjà mobilisé ses ressources auprès de ses partenaires. Annonce faite au Conseil présidentiel sur l'investissement. Dans notre série consacrée au Ramadan, nous verrons comment on coupe le jeûne en milieu rural après nos reportages en ville. Nous parlerons également des présentateurs des journaux télévisés du soir au poste à l'heure du Ndogu. Il faut bien assurer le service. Et puis en football, Alain Giresse a publié ce jeudi la liste des joueurs contre la Zambie. Ouverture officielle de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio. Le chef de l'État a présidé cet après-midi la cérémonie de mise en circulation. L'ouvrage a coûté 380 milliards de francs CFA et les travaux ont duré 44 mois. Le président de la République a par ailleurs procédé au lancement des travaux de l'autoroute Diamniadio aéroport Blaise Diagne de Diass. Nous y reviendrons avant la fin de cette édition. Le projet de réforme des institutions de l'État suit son cours. C'est d'ailleurs dans ce cadre que le comité interministériel de l'administration territoriale s'est réuni hier à la primature. Objectif décliner les orientations allant dans le sens de l'exécution de la partie concernant la décentralisation et la déconcentration. Le compte-rendu de El Hadj Thierno Dramé. Après 16 ans d'existence, c'est seulement la première fois que le SIAT se réunit. Le comité interministériel de l'administration territoriale est dépoussiéré pour participer à la réflexion sur les projets de réforme des institutions de l'État. Aujourd'hui, il est question de décentralisation et de déconcentration. Option fondamentale de notre modèle administratif depuis notre accession à l'indépendance, dont le président Macky Sall veut consolider les acquis tout en opérant une rupture par la territorialisation des politiques publiques, épine dorsale du renouveau de l'action publique dans notre pays. 3 orientations ont été définies pour réaliser cette réforme. La consécration de la déconcentration comme modalité de répartition des pouvoirs à côté de la décentralisation avec des textes adoptés par l'État. La consécration de la territorialisation des politiques publiques, entre autres. Cela signifie qu'à partir de maintenant, toutes les orientations qui seront arrêtées au niveau central auront une déclinaison territoriale. Le deuxième principe, c'est le principe de partenariat fort qui doit être établi entre tous les acteurs locaux, à savoir les collectivités locales, l'État et tous les autres acteurs qui interviennent dans la gestion des préoccupations des populations. L'administration publique joue un rôle fondamental dans la vie de la société. Il est donc important qu'elle soit souple, rapide, réactive et efficace, mais aussi proche des populations. C'est la finalité de ces réformes. L'inauguration de la digue frontale de Rufisque, la digue protège la localité désormais de l'avancée de la mer, un phénomène qui faisait des ravages. L'ouvrage a été financé à hauteur de 3,2 milliards par l'État du Sénégal avec l'appui financier de l'UEMOA et de quelques partenaires financiers. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la commission de l'UEMOA et du ministre de l'Environnement. Le compte-rendu de René-Léon Fonseca et Saïlinko Sissoko. Voici la toute nouvelle digue qui protège Tchaoulène d'une mer qui ne cesse d'avancer. Une digue frontale de 730 mètres de longueur, accompagnée d'une promenade de 3 mètres linéaires. Les populations ne peuvent que s'en réjouir. Je voudrais inviter les populations de Tchaoulène en l'entreprenant de manière permanente. Je peux vous assurer qu'en collaboration avec la mairie d'arrondissement, la ville de Rufisque participera au reste du projet. Un projet innovant qui a coûté plus de 3 milliards de francs CFA. L'UEMOA l'a financé à hauteur de 53%. Il s'agit ici de lutter efficacement contre les effets de l'avancée de la mer, phénomène qui menace sérieusement les populations installées le long des côtes. La réalisation de la présente digue frontale va certainement permettre la stabilisation des berges du site de Tchaoulène au grand bénéfice des populations. L'État du Sénégal également a joué pleinement sa partition. L'objectif est clair, venir à bout des souffrances des populations. Le choix porté sur notre pays dans la réalisation
de ce projet phare en Afrique illustre encore une fois, si besoin n'en était, la ferme volonté d'accompagner les pays les moins avancés dans leur effort de développement. Le programme entre dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière. En 2007, le cimetière de Tchaoulène a été envahi par la mer qui avait déterré plusieurs cadavres. Avec cette digue, c'est un lointain mauvais souvenir. La direction de l'environnement, en collaboration avec le programme des Nations Unies pour l'environnement, le PNUE, a organisé un atelier de validation du rapport exploratoire sur l'économie verte au Sénégal. Un document pour tracer la trajectoire pour aboutir à un développement durable qui tient compte de la protection de l'environnement. Amadou Ahamtiam. Face à la dégradation et à la détérioration des ressources naturelles, le défi majeur des États est de concilier les objectifs de production de biens et la protection de l'environnement. Le Sénégal, à travers un rapport exploratoire, vise à stimuler les investissements dans l'économie verte pour un développement durable. Outre l'objectif d'élimination de la pauvreté, il a été retenu que l'économie verte devrait contribuer à la croissance économique durable, à l'amélioration et à l'intégration sociale, au bien-être de l'humanité, à la création de possibilités d'emploi et de travail décent pour tous, en préservant le bon fonctionnement des écosystèmes de la planète. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, qui assiste une vingtaine de pays dans l'élaboration des stratégies, compte aussi accompagner le Sénégal dans la réalisation de ses objectifs. L'étude va au-delà de la phase exploratoire, car le rapport s'appelle rapport exploratoire, mais elle va au-delà de la phase exploratoire et s'attache à faire une analyse macroéconomique de plusieurs scénarios d'investissement, plus ou moins verts. Sachez que le programme des Nations Unies pour l'environnement restera engagé aux côtés du Sénégal dans cette transition. Ce rapport, d'une importance capitale, constitue un outil d'aide pour les autorités à la prise de décision en matière de développement durable. Nous accordons une grande importance à ce rapport exploratoire sur l'économie verte. Objet de votre atelier d'aujourd'hui, la première du genre au Sénégal et dont les conclusions seront sans nul doute déterminantes dans l'identification des voies et moyens. Réussir la transition vers l'économie verte, un impératif pour les pays africains. Une ambition que l'État du Sénégal nourrit pour accélérer le processus de développement sans nuire au patrimoine environnemental. Je vous parlais un peu plus tôt de l'ouverture officielle de l'autoroute à péage Dakar-Diamniadio. Le chef de l'État a présidé cet après-midi la cérémonie de mise en circulation. L'ouvrage a coûté 380 milliards de francs CFA et les travaux ont duré 44 mois. Le président de la République qui a par ailleurs procédé au lancement des travaux de l'autoroute Diamniadio aéroport Blaise Diagne de Diass. C'est dans le cadre d'un vaste programme d'ouvrage routier pour éliminer les barrières géographiques. Pabiram Bigandjaï. Sous une fine pluie, l'entrée de l'autoroute à péage draine des foules venues accueillir le chef de l'État. Une fierté retrouvée par une population enthousiaste à l'idée d'obtenir un bijou flambant neuf. À l'entrée du péage, le président de la République donne l'exemple avec un geste simple. Le sésame pour emprunter une autoroute à fort impact social et économique. L'ouvrage routier a coûté 380 milliards de francs CFA avec une garantie de 26 ans. Elle marque la conclusion d'une phase de conception-construction qui aura duré 44 mois pour une mise en service ce 1er août 2013 comme prévu. Elle prélude aussi à la période d'exploitation qui durera jusqu'en 2039 et durant laquelle nous nous engageons à maintenir cette autoroute aux normes et aux attentes des usagers. Importante cette étape, elle l'est aussi pour nos clients, futurs usagers de l'autoroute à péage, qui à partir de ce jour vont rallier Dakar à Diamniadio en 20 minutes, alors qu'il fallait souvent près de 2 heures pour traverser Rufisque. Le plan d'investissement pour la réalisation de l'autoroute Dakar-Diamniadio se traduit par le partenariat public-privé.
Une stratégie payante en phase avec les nouveaux mécanismes de financement des grandes puissances du monde. Au-delà de ces défis positifs sur la mobilité urbaine et le désenclavement de la métropole de Dakar, cette infrastructure constitue l'un des tout premiers projets de partenariat public-privé dans le secteur routier en Afrique subsaharienne. L'histoire de l'autoroute à péage rejoint la trajectoire politique du chef de l'État. Il y a 8 ans, le président Macky Sall effectuait le lancement des travaux. À l'époque, il était Premier ministre. C'est le lieu ici de saluer les efforts de mon prédécesseur, le président Abdoulaye Wade, qui a eu la vision de démarrer un chantier de cette dimension et qui a initié ce travail que nous bouclons aujourd'hui, que nous bouclons pour la première phase. Qu'il en soit donc remercié. Aujourd'hui, c'est le début d'une nouvelle ère de prospérité durable au Sénégal. L'ouverture de l'autoroute Dakar-Diamniadio n'est que la face visible de l'iceberg. Le chef de l'État veut éliminer toutes les barrières géographiques à travers un vaste programme d'infrastructures routières. Ma vision traduite dans la stratégie nationale de développement économique et social 2013-2017 s'articule autour de la construction de près de 1000 km de routes revêtues et 1500 km de pistes en vue d'interconnecter les différentes localités du pays et d'assurer une répartition équilibrée de l'offre de transport. C'est dans le même esprit que j'ai également engagé un vaste projet autoroutier dont les axes prioritaires, en plus de Diamniadio à IBD, dont je vais lancer les travaux tout à l'heure, qui va poursuivre cette autoroute jusqu'à l'aéroport de Diamniadio. Mais également l'autre axe qui a démarré depuis 1 ou 2 mois, c'est Diamniadio AIBD, aéroport international Mbour. Ces 2 axes ont démarré au moment où je vous parle et nous avons en projet 3 branches d'autoroute essentielles pour le développement économique et social de notre pays. Il s'agit du tronçon Diamniadio-Thiès-Touba. Le second tronçon, c'est Thiès-Tivaouane-Saint-Louis et enfin Mbour-Fatick-Kaolack comme 3e branche d'autoroute. S'agissant de la politique d'amélioration des corridors, elle sera poursuivie par l'achèvement de la réhabilitation de 400 km de route entre Tambacounda et Kédougou, Tambacounda-Kidira, ainsi que la construction des ponts de la Gambie et de Rosso sur le fleuve Sénégal. Il s'agit également de la réhabilitation de la route nationale numéro 4 entre Nioro-Dirib et la frontière de la Gambie d'une part et d'autre part entre Sénoba et Ziguinchor. Du reste, au programme Millennium Challenge Corporation, qui concerne les nationales 6 au sud et 2 au nord, viendront s'ajouter les projets de connectivité et de désenclavement et qui porteront sur la réhabilitation des routes de désenclavement Ndjoum, Wurosogi, Bakel, Touba, Dara, Linguère, Louga, Dara, ainsi que la construction de plusieurs ponts dans les zones enclavées du nord comme du sud. Il s'agira également, pour boucler la boucle, de réaliser le 2e pont de Ziguinchor, qui est le pont Émile Badiane. Il y a eu également cette bonne nouvelle pour les populations qui doivent quitter Dakar pour se rendre à l'intérieur du pays à l'occasion de la fête de Korité. Ils passeront sur l'autoroute sans payer. Gérard, je voudrais vous demander d'octroyer
à nos concitoyens la gratuité pour le passage pour aller à la Korité pendant les 3 jours précédant la Korité. Ce sera une fois, pas 2 fois. Accepté? Donc, merci beaucoup. Donc, les Sénégalais pourront emprunter gratuitement l'autoroute 3 jours avant la Korité. Évidemment, le retour est payant. Voici l'image forte de cette fin de cérémonie. Le lancement des travaux de l'autoroute Diamniadio-Diass, l'autoroute qui va mener directement à l'aéroport international Blaise Diagne. Comme on signe, le chef de l'État lance une nouvelle fois des travaux de grande envergure. L'ouverture totale de l'autoroute pour les populations, donc ont poussé un ouf de soulagement. L'autoroute à péage est pour elles synonyme de fin de calvaire. Fini les embouteillages et les bouchons, et pour l'inauguration de ce joyau, les riverains ont fait le déplacement pour montrer leur satisfaction au Kalsom Sall. Jour de fête pour des populations soulagées et satisfaites. Elles ont longtemps attendu, mais finalement, leur rêve est devenu réalité. Et même le temps clément était complice de riverains aux ranges. Ça va garantir la sécurité de la population rufisquoise. Parce qu'à Rufisque, il y avait une seule sortie. Il n'y avait que rond-point qui est là-bas à côté, à Gare Routière. Mais actuellement, tu peux continuer Rufisque sans encore danger, quoi. Tu pouvais faire Dakar-Rufisque en 30 minutes, tu pourras faire ça à 10 à 15 minutes à peu près, quoi. La sobriété était au rendez-vous, les riverains aussi, pour vivre ces moments historiques. Joyau rêvé, l'autoroute à péage est aujourd'hui du concret. Ça nous permet d'aller plus vite là où on veut, et aussi l'embouteillage de Rufisque entre Bagné. C'est ça. Ça a toujours été un rêve, mais maintenant l'autoroute passe près de chez moi. Je suis vraiment content. Ça va faciliter aux populations leur déplacement. La population bi sonnoon nañu pour dugg Dakar bu ñu daan dugg Dakar dañuy am tous les problèmes du monde. Se rendre à Dakar était un calvaire. Maintenant c'est fini. Surtout pour nous, population de Diamniadio, on ne va plus arriver en retard au travail. Surtout ñun population de Diamniadio bu ñu doon liggéey dañuy tardé. Impossible n'est pas sénégalais, semble dire ce jeune qui voit les choses en grand. Je souhaite que l'autoroute à péage soit le début d'un processus de modernisation de notre pays. Et en ce jour peu ordinaire, rien n'est de trop pour exprimer sa joie. L'autoroute Dakar-Diamniadio est un chef-d'œuvre qui reste le signe d'un processus très avancé de modernisation du réseau routier national d'un coût de plus de 300 milliards. Sa réalisation aura nécessité d'importants moyens matériels et humains. Dotée de toutes les commodités requises, elle offre aux usagers les conditions optimales de parcours, nous dit Ousmane Garifay. C'est un linéaire de 25 km. Vu d'en bas, le tracé présente les aspects d'une route classique par de ses plus beaux atours à l'occasion de son ouverture officielle par la plus haute autorité de l'État. Vu du haut, c'est tout simplement un chef-d'œuvre. Venir ajouter au décor infrastructurel déjà fascinant. Au-delà du coup de neuf appliqué sur ces quartiers populaires traversés comme Pikine et Thiaroye, l'ouvrage va desservir des milliers de personnes. Du rêve à la réalité, 44 mois se sont écoulés. L'autoroute, c'est un investissement massif de plus de 300 milliards CFA. 1 millier d'ouvriers mobilisés tout au long du processus, permanent comme temporaire. 30 000 familles démobilisées au nom de la libération des emprises. Une dizaine de milliards au titre des indemnisations. Ainsi, a-t-il mis à contribution État, partenaire au développement et la société privée Sénac, adjudicataire du projet. Côté sécurité, l'autoroute s'est dotée de moyens technologiques de dernière génération. Caméras de surveillance, personnel d'assistance appelé à rester sur le qui-vive 24 heures sur 24. Ici, le souci est de s'aligner sur les standards internationaux. 30 000 véhicules devront l'emprunter quotidiennement avec ce casse-tête permanent lié au tarif, jugé publiquement hors de portée pour le citoyen lambda qui pourtant y a consenti pour près de 87 milliards de francs CFA.
Le Conseil présidentiel sur l'investissement, plus de 1080 milliards de francs CFA pour amorcer le développement économique dès cette année. L'État a réussi le pari de la mobilisation des ressources grâce notamment à la confiance des partenaires financiers. Entre réponse à la demande sociale et mise en œuvre d'un programme agricole performant, le président de la République définit les priorités d'investissement en phase avec les besoins des populations. Nous retrouvons Pabiram Biganyay. Ce sont des chiffres qui parlent des records battus. Près de 1080 milliards de francs CFA iront directement à l'investissement cette année. Une prouesse économique sur fond de mobilisation de ressources pour soutenir un investissement basé sur un ordre de priorité pour déclencher le processus de croissance inclusive. On a quand même fait la prouesse de signer des conventions de financement avec nos partenaires techniques et financiers au nombre de 22 pour un montant de quand même 697 milliards de francs CFA. Il y a une part importante d'appui budgétaire de 238 milliards de francs CFA. Et sur les 238 milliards d'appui budgétaire, il faut savoir qu'en 2012, exceptionnellement de façon quand même historique, on a mobilisé en appui budgétaire 169 milliards de francs CFA. Je pense que pour les années antérieures, l'appui budgétaire le plus important qu'on ait reçu, c'était en 2009, à la suite de la crise financière de 2008, où on avait mobilisé à peu près 149 milliards. D'ici la fin de l'année, le ministre des Finances et le ministre du Budget pourront signer des conventions de financement additionnelles qui porteront l'ensemble des financements qu'on aura reçus du 2 avril 2012 au 31 décembre 2013 à près de 1079 milliards de francs CFA et qui couvriront les secteurs prioritaires de l'économie nationale. Autour du chef de l'État, toutes les couches de la société prennent part en amont au processus de mise en œuvre des projets de développement. Société civile, secteur privé, partenaires financiers, parlementaires, tous s'impliquent dans la conception du système d'investissement et des clés de répartition. L'agriculture, l'énergie et l'emploi des jeunes soutiennent la part du lion. Le gouvernement s'avertira également à trouver des solutions aux problèmes liés à la production et à la distribution d'électricité, à l'emploi des jeunes, au financement des PME, PMI, qui doivent être le moteur d'une croissance économique que nous voulons propre et forte. Assurer l'opérationnalisation rapide du Fonds 6 et du Fonds J. Quoique les instruments ont été mis en œuvre, il s'agit maintenant pour les équipes de rendre visibles ces instruments et donc de se mettre à pied d'œuvre. Changer de méthode pour mettre à la disposition des collectivités locales les fonds de dotation de la décentralisation et le fonds d'équipement des collectivités locales au plus tard en fin mars de chaque année. Valoriser l'énergie solaire pour l'éclairage public. Dans le domaine de l'agriculture, l'État veut accroître la production agricole et s'aligner sur la Chine et les États-Unis. Pour l'arachide, par exemple, les rendements à l'hectare peuvent aller jusqu'à 3 tonnes, avec une parfaite maîtrise de l'eau. En ce qui concerne les céréales, mil, maïs, sorgho, des productions records seront notées avec 1 290 000 tonnes cette année et 1 500 000 tonnes par an à l'horizon 2017. Cet accroissement de la productivité s'explique par un système d'aménagement performant. Cette année, 11 000 hectares de terre ont été aménagés. Et pour ce qui est du riz, on va vers des productions de 952 000 tonnes par an. Autre secteur clé, l'énergie. Là-dessus, le programme de mix énergétique entre désormais dans sa phase pratique. Il y aura une production de plus de 500 MW à travers de nouvelles sources d'énergie avec 17% en provenance du solaire. 277 villages vont être électrifiés à partir de cette année. La bonne nouvelle, le Sénégal va doubler sa production énergétique actuelle en l'espace de 2 à 3 ans. Les 5 prochaines années, le président de la République va faire pratiquement autant en termes de puissance que ce qui a été fait depuis l'indépendance. Et
ce qui est surtout important, c'est par des partenaires privés. Ça veut dire que le gouvernement du Sénégal n'investira aucun franc, s'engagera peut-être pour garantir la Sénélec en cas d'achat d'électricité, mais tous les investissements seront faits par des privés. Dont l'axe de la protection sociale, le chef de l'État fixe les enjeux de la réduction des inégalités sociales. Il s'agit d'un programme inclusif qui vise à soulager les populations qui vivent dans une extrême pauvreté sans aucune discrimination. Cette année, 50 000 ménages sont ciblés par les bourses familiales qui s'étalent sur 5 ans avec 250 000 familles et 100 000 francs CFA pour chacune. Un plan d'investissement qui prend en compte la dimension sociale. Ce communiqué de l'ARTP à la suite des demandes formulées par les usagers et les opérateurs de téléphonie mobile, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes informe que le délai limite pour l'identification des abonnés initialement fixé au 31 juillet est reporté au dimanche 18 août 2013. L'ARTP exhorte l'ensemble des usagers à mettre à profit ce délai supplémentaire pour s'identifier. La RTP rappelle que l'identification est gratuite. Amélioration des moyens d'existence et des revenus des jeunes défavorisés, le ministre de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Promotion des valeurs civiques a lancé un projet basé sur le développement de micro-entreprises. Le projet est destiné à la couche la plus vulnérable des jeunes défavorisés. 5 régions sont concernées. Louise Bizza. Le projet est parti d'un diagnostic situationnel approfondi dans le rapport a été partagé avec l'ensemble des partenaires, acteurs de la société civile, institutions étatiques et collectivités locales. Ce diagnostic a révélé la nécessité d'apporter une réponse spécifique aux problèmes des jeunes défavorisés. Parce que l'emploi des jeunes constitue une préoccupation majeure, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a décidé d'accompagner l'initiative. Cette cérémonie est particulièrement importante car c'est la première fois qu'au Sénégal, la FAO soutient un projet de promotion de l'emploi. La FAO prête un intérêt particulier à l'emploi des jeunes, mais elle s'aligne sur les priorités qui sont établies en collaboration avec le gouvernement du Sénégal. Les bénéficiaires sont les jeunes défavorisés victimes de stigmatisation, d'exclusion sociale, les handicapés et les diplômés chômeurs. Dakar, Diourbel, Fatick, Sédhiou et Ziguinchor constituent les zones d'intervention. Le message que je voudrais lancer aux jeunes, c'est qu'il ne faut pas désespérer. Nous avons un État fort, un État conscient, un État responsable qui sait ce qu'il attend par rapport au contrat social qu'il a signé avec les jeunes. Nous demandons également au gouvernement, n'est-ce pas, de renforcer davantage la politique de communication avec les jeunes. Ce projet cible certaines filières porteuses comme la transformation et la commercialisation des fruits et légumes, l'exportation de produits halieutiques. L'initiative s'inscrit dans une démarche d'appui à la politique générale du gouvernement visant une réduction de la pauvreté. Au regard de cette nouvelle dynamique, chaque Sénégalais devrait être définitivement convaincu que le gouvernement a une vision claire de la direction à prendre dans son combat irréversible contre le sous-emploi et le chômage des jeunes qui constitue, à n'en pas douter, l'un des plus grands défis. Pour cette phase expérimentale du projet, les objectifs assignés consistent à réduire l'exode rural des jeunes et améliorer les conditions de vie des populations des zones rurales et urbaines. Le port autonome de Dakar veut concrétiser la volonté du président de la République en politique d'emploi. C'est l'ambition du directeur général, Cheikh Kanté, qui a procédé au recrutement de 450 jeunes. Ces derniers vont désormais assurer la sécurité du port. Ibrahim Ndong. Sous un ciel clément, une ambiance inhabituelle à la direction du port autonome de Dakar. Voici le nouveau corps d'élite chargé de la sécurité portuaire. Cette cérémonie consacre leur prise de fonction. Ces agents que vous voyez ont été formés au code ISPS, ils ont été formés à l'exploitation portuaire, ils ont été formés à la police portuaire et à la police de la navigation maritime à l'intérieur du port. Donc ce sont des agents qui ont été formés, qui sont adaptés aux besoins du port. Ils sont au total 450 jeunes recrutés. Ils viennent de différentes régions du Sénégal. Ils sont désormais aptes à assurer la sécurité du port. Monsieur le directeur général, vous avez pu traduire en actes concrets une vision sincère de son Excellence le Président de la République
en recrutant 450 agents de sécurité et portières. Parce que dans la vie, il faut prendre des initiatives. Sachant la direction où va le président de la République, il a imaginé ce projet. Aujourd'hui, il a mis sur la table, il remet dans l'article, 450 emplois pour mettre dans le panier de la politique de l'emploi du président de la République. Après avoir souligné l'importance que constitue la sécurité ainsi que le rôle joué par le port dans l'économie nationale, le directeur général a rappelé les ambitions qu'il nourrit pour le port autonome de Dakar. Cette vision est basée sur 3 dimensions. La première, la dimension performance pour un port économiquement viable, socialement équitable, écologiquement reproductible, un port efficient en respectant les règles de bonne gouvernance et un port sécurisé. Cheikh Kanté ajoutera que placer le Sénégal sur les rampes du développement est le principal objectif des autorités. Pour la réussite d'une telle mission, le gouvernement œuvre pour la création d'emplois dans différents secteurs. Dans notre série de sujets consacrés au Ramadan, nous parlons ce soir de la rupture des jeunes dans une famille villageoise. L'abondance n'y est certes pas, mais la joie occupe les âmes à l'heure du ndogu, plat traditionnel et riz préparé avec le niébé pour mieux coller à la tradition. Du café à la rupture normale certes, mais la particularité réside dans la collation faite à base de lait de vache pour montrer toute la proximité d'une famille peul avec son troupeau. C'est le décor retracé à l'heure du ndogu dans une famille par notre reporter dans un village de la région de Louga, Abimbaye. La discussion des bergers tourne toujours autour du troupeau, dit l'adage. Adam Sow, éleveur, avait déjà écoulé les 5 têtes de bétail qu'il avait amenées au marché hebdomadaire, ou Louma, de Potou, dans la région de Louga. La recette empochée, il se dirige fièrement vers sa monture déjà ménagée, car il doit voyager sur une quinzaine de kilomètres avant d'arriver au village à l'heure de la rupture du jeûne. Pendant qu'il est en route, au village de Seyeur-Peul, perdu au milieu de cette brousse, les seuls signes de modernité se reflètent à travers cette école et ce centre de santé composante d'un village du millénaire. À l'intérieur de la concession, femmes, enfants, troupeaux, volailles de la basse-cour se côtoient et forment un même décor familial. Pendant que les enfants essayent de capter difficilement les ondes de Radio Sénégal pour l'annonce de la rupture du jeûne, le père de famille fait son entrée et la joie s'installe. Après avoir abreuvé son cheval, ce père de famille s'installe sur une natte avec son hôte, en attendant le ndogu. Dans la cuisine, l'une des épouses prépare le dîner et les coups de pilon en disent long sur le menu fait de bouillie au riz blanc, au lard et du riz au niébé. Nous n'avons que les champs et l'élevage comme seule source de revenus. À Potou, je m'adonne à la vente de bétail. Durant le Ramadan, il y a beaucoup de frais et nous n'avons pas assez de moyens. Les affaires ne marchent pas. À la rupture, le menu est simple, dicté par la conjoncture. En tout cas, nous paysans, nous sommes actuellement à une période hivernale. Rien ne marche. Pour le ndogu, on mange du lard, on prend du café, du thé et puis on est bien. Après la rupture et en attendant le dîner, Adam Sow, un bon éleveur, peut retrouver ses forces en se désaltérant avec du lait de vache bien glacé jusqu'à la lie. Voilà un ndogu qui a dû être particulièrement succulent. Abibou, eux s'invitent chaque soir dans vos salons et même en cette période de Ramadan, ils sont toujours au rendez-vous. Nous parlons bien sûr des présentateurs de journaux télévisés. Malgré la faim et après une journée de jeûne, ils assurent le service. Mais comment est-ce qu'ils s'y prennent? Réponse dans ce sujet de Oumou Kalsomsal.
19h30, rédaction du JT de la RTS, une demi-heure avant le 20h. Ce soir, c'est Angélique Manga qui sera sous les projecteurs. Dernière lecture des chapeaux avant la rupture du jeûne. À 19h40, elle prend juste 3 dattes et un thé chaud, suffisant pour être d'attaque et de bonne humeur. Salut. Salut la vilaine équipe de choc. Merci de votre attention. 30 minutes après, Paris réussit, mais non sans difficulté. C'est très difficile d'allier les deux. Déjà, on est tenaillé par la faim et ensuite, la vivacité de l'esprit n'est pas là. Alors du coup, c'est du direct. Il va falloir se concentrer et donc du coup, moi je trouve que c'est très difficile de jeûner et puis de vouloir faire correctement le journal télévisé. Tout le contraire pour Khalifa Diakhaté. Ramadan ou pas Ramadan, je ne mange pas d'habitude. Normalement, je ne prends pas des repas réguliers. Normalement, je mange quand ma tête commence vraiment à sonner, à m'alerter. Donc du coup, oui, ça ne change pas grand-chose pour moi. Le présentateur de la TFM oublie même le jeûne. Seul le calme qui règne dans la rédaction vide de TFM le lui rappelle. Le gros du travail au niveau du contenu est effectué tout le long de la journée. Ils speedent certainement beaucoup plus que d'habitude et ils rendent les sujets plus vite. Et c'est peut-être pour ça que vous avez trouvé relativement une rédaction vide avec que moi et la chef d'édition du jour. Environ 15 minutes séparent la rupture du début du journal. Mais à la RTS comme à la TFM, cela ne constitue aucunement un handicap. La seule satisfaction qui veille est celle des téléspectateurs. C'est une institution. Le téléspectateur qui attend a le droit d'avoir son édition à 20h. Alors que le présentateur jeûne ou pas, en quelque sorte, ce n'est pas son problème. Il veut son 20h, alors il faut bien qu'on lui serve son 20h. Alors c'est dans ce cadre-là, moi je trouve que vraiment non, la RTS a fait le bon choix de maintenir le 20h. Le 20h, c'est une institution, donc je pense que c'est mondial. On ne peut pas trop y toucher, c'est un rendez-vous incontournable. C'est le présentateur qui prend ses dispositions, qui s'adapte. À la Sen TV, l'édition du soir a débuté à 19h45 avant le Ramadan. Mais pendant le mois béni, l'heure a connu de légers changements. La durée de l'édition aussi. Quand on commence un peu plus tard que d'habitude et qu'on doit terminer un peu plus tôt que d'habitude pour laisser place à un programme qu'on a été obligé de revoir pour s'allier à la période du Ramadan, on a donc moins de temps dans le journal, ce qui fait que finalement ce n'est plus un journal complet qu'on propose aux téléspectateurs, mais un bulletin qui fait au maximum de 15 minutes. Derrière une certaine sérénité se cachent des ventres creux de présentateurs à qui d'innombrables téléspectateurs prêtent une oreille attentive. Angélique, ne vous fiez pas au prénom, qui est d'ailleurs précédé de Aminata, ses compagnons d'un soir, un calife et un Amadou. Qui douterait que c'est un trio de jeûneurs? Faire le 20h en période de Ramadan, un exercice qui n'est pas du tout facile. Merci Kalsoum Sall, le ministre de la Femme, de l'Enfance et de l'Entrepreneuriat féminin, était en visite dans les daras modernes de Dakar. La tournée entre dans le cadre de la sensibilisation sur la lutte contre l'exploitation abusive des enfants. Maria Massar s'est aussi rendue à la maison d'arrêt et de correction pour femmes de Rufisque, à Peykouk et à Niaga. Partout, elle a remis des dons ou offert des ndogou d'Amsila. Première étape de cette tournée, la garderie d'enfants Kerman Fati de Cambérène. Dans cet établissement géré par le fils du roi général de l'Aïen, Maria Massar s'est entretenue avec le marabout sur l'importance de la protection des enfants avant de remettre des denrées, des matériels et des produits d'hygiène. Un geste renouvelé à l'Institut Serigne Fallou Mbacké des Parcelles Assainies, du Dara Serigne Sohibou Mbacké de la Patte d'Oie et de l'école coranique moderne Serigne Abdoul Aziz Sy Dabakh. Cette visite a beaucoup d'objectifs, c'est-à-dire sensibiliser les maîtres coraniques qui ont des internats dans cette lutte-là, les inviter à s'impliquer dans cette lutte contre la mendicité, qui ne les concerne pas directement. Mais nous comptons sur ces maîtres coraniques-là pour qu'ils servent d'exemple, pour qu'ils sensibilisent les autres qui ne sont pas dans cette dynamique-là, de les rejoindre. Nous avons des programmes
ficelé pour essayer de combattre ce phénomène-là, ce fléau qui est la mendicité. Tout maître coranique qui pratique cette mendicité-là, il le fait malgré lui. Autre endroit visité, le village de Peikou. Maria Massar a offert aux habitants un dogo et a promis des actions pour une amélioration de leurs conditions. À la maison d'arrêt et de correction de Rufisque, le ministre a pris l'engagement d'accompagner les femmes détenues à leur sortie de prison. On va contribuer à la réinsertion de ces femmes-là qui vont continuer à mener ces activités dont elles sont initiées, auxquelles elles sont initiées à l'intérieur et qu'elles pourront poursuivre une fois au retour en famille. Donc elles vont pouvoir bénéficier de projets, de financement de projets, comme toutes les femmes du Sénégal. Nous nous réjouissons de cet acte très si noble parce que ça démontre aussi qu'elles font partie de la société. Madame le ministre est consciente de cela. C'est pour cela qu'elle est venue aujourd'hui s'enquérir de la situation qu'elle vit ici à la prison de Rufisque. À Niag, le ministre a eu une séance de travail avec les femmes. Maria Massar compte leur apporter son soutien pour le financement d'activités génératrices de revenus. Les actions de solidarité se multiplient en ce mois béni de Ramadan. L'entreprise Eurogerm au Sénégal est allée à la rencontre des occupants de l'Empire des enfants. L'objectif est d'apporter une contribution alimentaire, la troisième du genre au centre. Lamine Touré. Une ambiance bon enfant à l'Empire des enfants. À quelques heures de la rupture du jeûne, ils sont tous là, sous le regard salvateur des bienfaiteurs. L'hôte du jour, Eurogerm Sénégal, une entreprise qui est constamment aux côtés de ses enfants. Il est 19h40, place à la prière du crépuscule. Aussitôt ce rituel accompli, les enfants se font servir à guise. Et pour leur permettre de passer un bon dogu, le donateur n'a pas lésiné sur les moyens. Notre présence n'est pas ponctuelle. Nous envoyons 3 fois par semaine une dotation de pain enrichi pour les enfants et chaque fin de mois, nous faisons une livraison de denrées de première nécessité. Notre partenariat a beaucoup évolué avec AMTA et elle est beaucoup plus orienté sur un partenariat utile. Chaque Ramadan, nous nous arrêtons, nous discutons, nous voyons ce qui a été fait, ce qui a été réalisé, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Ici, la tenue des occupants de l'Empire des enfants est bien appréciée. De quoi leur apporter le tout nouveau produit de Eurogerm Sénégal. Un produit vitaminé, c'est un repas complet pour les enfants où on utilise les céréales locales, des farines de mil, de maïs, on met le sucre, on met du fer et de l'acide folique pour aider les enfants aux carences nutritionnelles. Quand il y a des choses qui manquent, je n'hésite pas à appeler Amadou parce que je sais en plus qu'il répond à chaque fois à nos demandes. Eurogerm Sénégal est une entreprise spécialisée dans la meunerie et la boulangerie. Une société présente dans la sous-région ouest-africaine. Au Sénégal, elle intervient également dans l'éducation avec la dotation en matériel scolaire au lycée Joseph Faye de Oussouye dans la région de Ziguinchor. Le président de la République a présidé ce matin un conseil présidentiel sur le suivi de la politique économique et